Alors bonjour tout le monde, j'espère que vos matins se passent bien jusqu'à présent. Bienvenue au panel aujourd'hui au sujet de la créativité comme processus de résilience. J'ai le plaisir de vous présenter votre modérateur ce matin, Eric Cohen, qui est producteur, créateur de contenu, écrivain, animateur, journaliste, diffuseur, reconnu pour ses connaissances exceptionnelles en communication. Il a plus de 20 ans d'expérience dans les médias traditionnels ainsi que les médias nouveaux. En tout cas, sans tarder, je lui laisse la parole. Eric Cohen, merci d'être là. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, comme Olivier a dit, en fait, je vais lire exactement ce qu'on va dire aujourd'hui ou le sujet parce que c'est quand même assez spécifique. Le processus créatif résulte d'un apprentissage et suppose quelques conditions s'exprimant à tout âge et dans de nombreux domaines, y compris non artistiques. Désolé pour mon français en passant. Face aux enjeux sociaux, économiques, démocratiques et environnementaux actuels, la créativité constitue un formidable levier de mobilisation collective, d'invention positive et d'innovation responsable. Nous cherchons ici à savoir comment les technologies créatives peuvent entrer dans l'innovation responsable, nous donner des pistes aux enjeux sociaux, climatiques et être source de mobilisation collective. OK, là, toute la technique est out of the way. Je m'appelle Eric. On va parler de créativité et résilience et d'où ces deux choses-là s'interactent. J'ai un panel avec moi aujourd'hui, alors je vais les inviter. Premièrement, il y a Mélissa Mongiat, cofondatrice Daily Tous les jours. Bienvenue. On a Emmanuel Durand, co-directeur de la recherche à la SAT, ici à Montréal. On a Stéphane Gouret, directeur École de design Nantes-Atlantique. Et Yann Garot de Onio, une compagnie à Paris, je pense? Yes. Oui, qui font de l'immersion vraiment cool. Alors, bienvenue. Et là, on va parler de créativité et résilience. Et en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre tout ensemble, mais je pense qu'on partage quelque chose de commun, peut-être avec tout le monde, ben, j'imagine avec tout le monde, parce que, veut pas, dans les dernières 3 années, on a fait face à des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui a fait qu'on avait besoin de faire preuve de résilience. La pandémie nous a donné pas le choix et je pense que le monde qui ont fait le pivot, le monde qui sont créatifs, qui ont trouvé des opportunités dans tout ça, sont le monde qui ont vécu ça le mieux. Alors, je voulais parler un peu de vos expériences dans ce domaine. Peut-être tu peux commencer, Mélissa, et nous parler de ce que tu fais et où cet axe ça apparaît dans ta vie. Merci. Bon, bonjour micro. Alors oui, on est un studio d'art et de design, on travaille beaucoup l'espace public. Donc c'est sûr, il y a un certain printemps 2020, on pensait que c'était la fin. Il n'y avait plus personne. La fin de l'espace public. Il n'y avait plus personne dehors. Et quand on était dehors, on était très stressés, on était plus des zombies que des humains. Et très rapidement, de voir la ville sans humains, on a pu réaliser l'importance des espaces publics vibrants, puis à quel point aussi la joie était importante pour connecter les gens. C'est tellement fondamental à l'expérience humaine. Avec toutes les divisions et avec toute notre vie numérique, de se croiser en vrai. Et en fait, super important, il y a même un philosophe, Michael Sandel, qui dit que la démocratie ne requiert pas l'égalité, mais elle requiert... Est-ce que c'est bon? Oui? Oui. Bonjour, micro. Comme ça, c'est mieux? OK. Je vais parler fort. Donc oui, que la démocratie ne requiert pas l'égalité, mais elle requiert que des gens de tout acabit, de différentes démographiques se croisent dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment là, depuis 12 ans maintenant, que l'on œuvre à essayer de créer des connexions informelles entre étrangers. On aime bien la notion de moment étrange pour étrangers. Oui, pas de problème. Ça, c'est mieux?
Ah, Mais entre-temps, j'ai une question déjà. ouais, c'est vrai. Et en passant, si vous avez des questions, oui, on peut faire un Q&A à la fin, mais levez vos mains anytime et on va prendre vos questions, on va faire une conversation. Alors, ma question, est-ce que ça se fait virtuellement? Est-ce que, tu sais, on n'avait pas le choix durant le début de la pandémie de... Ouais. Feedback. Est-ce que ça se fait virtuellement ou est-ce que ça prend la physique aussi? Je pense que ça se fait virtuellement, mais le contact physique dans le monde réel est super important parce qu'il n'y a pas de filtre, parce qu'il n'y a pas de... C'est notre personnalité sans mise en scène. Et malheureusement, avec le echo chamber du monde digital, on finit par toujours se tenir avec les gens qui nous ressemblent. Et c'est important de regarder aussi tous les gens qui font notre société. Nous, on regarde beaucoup les problématiques urbaines. Puis, au fait, à la base de ça, c'est le partage d'un lieu auquel on doit prendre soin. Et ce lieu appartient à plusieurs personnes, à plusieurs groupes de personnes, à des gens qui sont ici et qui vont arriver, du passé, présent et du futur. Donc, oui, ça prend l'espace public pour être résilient. J'aimerais parler un peu de vos projets, mais on va continuer et on va revenir pour parler des swings et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous présenter et parler un peu de ce que vous faites dans la recherche à la SAT et comment ces mondes-là font cette interaction? Oui, bien sûr. Bonjour micro également. C'est bon, ça marche. Oui, donc c'est ça. Donc je suis co-directeur de la recherche à la SAT. Donc c'est assez méconnu le fait qu'il y ait de la recherche à la Société des Arts Technologiques. Donc c'est vraiment de la recherche au sens technique et scientifique du terme. Et ce qu'on essaye de pousser, en tout cas, à travers nos développements, donc principalement ça se concrétise surtout par du développement logiciel, du développement d'outils, c'est de développer, mettre en place des outils qui permettent de faciliter le déploiement de l'immersion audio, vidéo et autres, le cas échéant, de la téléprésence. Et justement, avec tout ce qui est apparu ces 3 dernières années, c'est des réflexions qu'on avait déjà préalablement, mais ça a vraiment été renforcé, c'est tout ce qui est hybridation réelle-virtuelle. Donc hybridation dans le sens amener du virtuel dans le réel, questionner la représentation de personnes distantes ou de contextes distants, qu'ils soient virtuels ou réels, dans l'espace physique, et comment encourager les interactions justement entre des gens qui ne sont pas colocalisés. Et donc à la SAT, donc pour ceux qui sont familiers avec ça, on a un gros dôme immersif, donc évidemment qui favorise les expériences colocalisées, donc que ce soit dans des cadres d'exposition, de show, de party et ce genre de choses. Donc on est sensibilisé mécaniquement au fait d'avoir des interactions sociales dans nos expériences. Donc on ne se tourne pas vraiment vers tout ce qui est réalité virtuelle par casque, donc, entre autres parce qu'on veut aller vers du social. Et depuis ces dernières années, on pousse pour que nos technologies soient utilisées dans le plus de lieux possible. Donc pour que nos technologies, ou les technologies de l'immersion, parce que ça n'implique pas juste les nôtres évidemment, puissent toucher le plus d'espace possible, soient déployables dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à ça, que ce soit de manière permanente ou de manière temporaire d'ailleurs, et l'idée étant de connecter des communautés ensemble. Donc, sans rentrer trop dans les détails techniques, dans ce qui a beaucoup été développé ces dernières années, on a donc pour ce qui est de la téléprésence, il y a un réseau de scènes de spectacle au Québec qui a été créé autour d'un de nos outils. Le réseau s'appelle Scène Ouverte, l'outil s'appelle Scénic, mais grosso modo, l'idée, c'est de favoriser de la création d'expériences artistiques, art vivant, scéniques, qui connectent des lieux distants et qui permettent de connecter à la fois les artistes, évidemment, mais également les publics. Oui. Est-ce que c'est le refrain? Je pense qu'il y a un regroupement de spectacles, de festivals au Québec qui s'appelle Refrain. Tu ne parles pas de ça, non? Peut-être que c'est lié, mais okay. Je t'avoue que je ne sais pas. Okay. Et donc c'est ça, donc on travaille dans cet objectif-là. Il y a une deuxième action qui a eu lieu durant ces dernières années, c'est la mise en place, nous aussi on a décidé de voir un peu ce qu'on arriverait à faire avec des plateformes de réalité virtuelle.
sans aller jusqu'à appeler ça un métavers. Bon, là, je vais éviter ce débat. Mais on s'est basé sur des technologies préexistantes, parce qu'on ne réinvente pas la roue, on essaie d'éviter en général, et sur une plateforme qui a été développée par Mozilla, les gens qui font Firefox, pour ceux qui vont sur Internet. Et donc, on a construit là-dessus, et on a une plateforme donc, qu'on appelle Satellite, et qu'on pousse pour justement la mettre entre les mains d'artistes et pour nous donner des outils pour faire cette hybridation entre du réel et du virtuel. Donc il y a plein de questions autour de comment est-ce qu'on utilise ça, de quelle manière est-ce que ça va augmenter les possibilités, de quelle manière est-ce qu'on va réussir à connecter les communautés à travers comment dire, la distance, les langues, effectivement les cultures, le niveau social, enfin toutes ces questions-là. Et voilà. En fait, ça me fait penser aussi il y a une inégalité dans la technologie qui fait que certaines personnes ont plus accès. Et je pense, Yann, on va parler de ça avec Onyo. Mais j'avais juste une question pour toi avant. Hier soir à radio, j'ai entendu une journaliste qui parlait de l'expérience ABBA, qui est présentement en Angleterre, qui est pas des hologrammes, c'est en 2D. Et il y a un vrai band qui joue à côté. Et le journaliste parlait du fait que c'était comme un pont entre l'immersion virtuelle et la vraie expérience. Alors, est-ce que c'est un peu ça que vous font, genre créer des ponts entre ces deux mondes-là? Ça peut être ça. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on met en place les outils. On se débrouille pour que les outils existent. Et après, toute la partie créative, c'est pas dans le rôle de l'équipe de recherche. Donc on donne les outils, on accompagne les gens dans l'utilisation des outils. On est là pour compléter les capacités qui sont offertes aux créatifs. Mais c'est pas nous qui allons créer les expériences. Mais effectivement, c'est une des possibilités, c'est de rendre accessible des spectacles à des gens qui ne sont pas sur place, ou rendre virtuel des choses qui sont déjà qui sont également physiques. Mais il y a aussi beaucoup le fait de connecter des lieux entre eux, notamment par exemple ça peut être évidemment, il y a la Covid, mais il y a également tout ce qui est autour du changement climatique qui vient en tête quand on parle de résilience. Et quand on reste dans le monde scientifique, tout ce qui est lors des conférences, par exemple, où on demande à des gens à travers le monde de se regrouper en un même point. Et l'idée de pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettent de participer à une conférence de la manière aussi naturelle que possible, mais en n'ayant pas à se déplacer à l'autre bout du monde pour ça. Ça fait partie des objectifs de tout ça. Mais après, là, ça implique des questions de... Il y a des travaux en scénographie pour savoir comment est-ce qu'on met en place les événements, des travaux en termes de perception des interactions entre les gens qui sont distants, comment faire que ces interactions soient, une fois de plus, naturelles, efficientes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et toutes ces choses-là, ça nécessite de l'expérimentation, ça nécessite d'être fait pour voir ce qui marche. Et oui. Oh non, continue. Il y a des choses qui ont été faites durant ces 2-3 dernières années en termes de conférences virtuelles, conférences semi-hybrides et ce genre de choses, mais c'est comme s'il manquait toujours quelque chose pour que ce soit effectivement intéressant. Quand on est à distance, on est toujours en retrait. Quelque part, on n'a pas cette possibilité vraiment d'interagir. Et donc, soit c'est tout du virtuel, et dans ce cas-là, c'est tout du virtuel, donc ça c'est pas forcément toujours confortable. Soit c'est semi-virtuel, et dans ce cas-là, les gens qui sont à distance se sentent un peu à part. Et cette question de réussir à faire que les gens qui sont à distance se sentent pas à part, c'est tout un problème en soi. Et on essaie de travailler là-dessus. Mais ça me fait penser à des mimes, ou les vidéos du monde. Parce que, tu sais, veux pas, Zoom existait vraiment pas pour la plupart du monde il y a 3 ans. Et je pense au monde qui met comme des green screen derrière eux, qui font du motorbike pendant qu'ils font des meetings. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de façons de dealer avec ça. Je veux donner la parole à Stéphane maintenant de parler de l'école de design à Nantes Atlantique. Est-ce que vous pourriez présenter votre projet et opinion sur notre sujet? OK. Bonjour Montréal, merci d'être avec nous à nous écouter.
Merci Eric. Donc l'école de design Nantes Atlantique est un établissement qui est associé à l'université de Nantes, qui existe depuis 30 ans. On forme à tous les métiers du design produit, transport, UX, motion, game, archi intérieur, scénographie. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et depuis 30 ans, en fait, on a opéré une mutation. En France, le design est une discipline qui vient des arts appliqués, c'est-à-dire c'est une discipline créative, mais qui est associée à j'ai envie de dire le passé. C'est-à-dire qu'on est construit sur, en tout cas dans les écoles traditionnelles du design, sur une référence à l'artisanat et aux arts décoratifs. Et à Nantes, on a voulu opérer une inflexion et considérer que le design n'était pas simplement, le designer n'était pas simplement quelqu'un qui allait faire de belles choses, mais plutôt faire des choses, réfléchir à des problématiques complexes, à des problématiques systémiques. Et parce que la société, si on parle de résilience aujourd'hui ensemble, c'est que probablement la société a vécu des traumatismes. Je voulais juste citer une définition de Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre français qui a un peu modélisé, vulgarisé le principe de résilience et qui explique que c'est un processus d'adaptation psychique d'un individu qui a subi un traumatisme et qui va lui permettre de vivre en composant avec les murmures des fantômes de son passé. Et je voulais resituer ça parce que dans la résilience, parfois, on a le sentiment que, voilà, on va pouvoir effacer les dégâts de ce qu'on a pu vivre. Et si on sort d'une période, là, on fait beaucoup référence au Covid, mais je crois qu'on pourrait faire référence à d'autres actualités plus récentes en Europe en particulier. Mais plus globalement, on fait face tous collectivement à une crise qui est profonde, qui est la crise climatique. Et si on parle de résilience, je crois que le mot est juste, c'est-à-dire qu'on ne va pas effacer les erreurs que notre société a commises depuis de très nombreuses années. Il va falloir trouver les moyens de vivre avec les erreurs de ce que nous avons fait ces dernières années et de nous adapter à ce nouveau paradigme. Il se trouve qu'à l'école, on a donc décidé, et je crois qu'on y parvient assez bien, on y parvient en particulier à Montréal, puisqu'on a monté 2 programmes de maîtrise ici, avec 2 accélérateurs de start-up que sont le Syntec et Zoo. C'est d'aller très très vite, permettre aux étudiants en design de travailler avec des entreprises émergentes, qui sont des entreprises qui travaillent sur des problématiques qui sont typiquement très très actuelles et qui répondent à des usages besoins. C'est le principe, je crois, des startups. C'est comment l'innovation va venir répondre à des problématiques qui sont complexes et qui jusqu'ici n'ont pas trouvé de réponse. Alors on considère que le design fait partie de ces disciplines qui sont des disciplines transdisciplinaires, c'est-à-dire qui vont permettre de travailler avec des ingénieurs, avec des sociologues, des philosophes, des artistes, des gens du marché pour réfléchir collectivement, parce que les problématiques sont complexes, à trouver des solutions qui sont, c'est l'introduction que tu faisais, qui vont permettre de réparer la société, ou en tout cas d'améliorer, d'aller dans le sens du progrès ou d'aller dans le sens de cet espoir. C'est la thématique de Montréal Connect. De trouver des chemins malgré les entraves que nous subissons. Voilà un petit peu la philosophie de l'école de design, et ça fonctionne bien parce que je vais juste prendre un exemple d'une étudiante qui a travaillé avec une start-up qui est accélérée et propulsée au Syntec, qui travaille sur une prothèse cardiaque. Et on peut se dire qu'un designer avec un objet aussi technique et très novateur n'a pas vraiment sa place, mais en fait, le designer a permis en fait à cette start-up d'optimiser la fonctionnalité de la prothèse cardiaque. C'est une prothèse qui est très intéressante puisqu'elle permet en fait une chirurgie non invasive. La prothèse va être assemblée dans le corps humain en introduisant les pièces et en les assemblant ensuite à l'intérieur du corps humain. Voilà. Et par le design, on est parvenu en fait à optimiser l'efficacité, c'est-à-dire que le principe fonctionnait scientifiquement, mais il a fallu passer par cette phase de design pour pouvoir permettre de rendre plus tangible, et c'est toute la force du design, c'est de passer de la pensée au réel, de penser les imaginaires et de les incarner,
Et cette start-up, en fait, a fait sa plus grosse levée de fonds à partir du moment où le design est intervenu. Voilà. Oui, j'ai l'impression à date de vous trois que le sujet ou le fil conducteur, c'est la communauté, la collectivité. Et toi, tu parlais de l'idée de mettre du monde dans le même espace. Toi, tu parlais de connecter des communautés ensemble. Et toi, tu parlais de trouver des solutions communautaires à des grands problèmes. Fait que je vois déjà que la créativité et la résilience a besoin de la communauté pour fonctionner. Est-ce que Yann, tu veux nous parler un peu de Onyo? Parce que c'est quand... tantôt, on parlait un peu de... l'égalité dans ou la démocratie le fait que les choses sont disponibles à tout le monde. Et je pense que d'après ce que vous faites, c'est exactement aligné avec cette philosophie. Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci en tout cas pour l'invitation. Ravi d'être ici avec vous. Donc moi je m'appelle Yann Garot, je suis auteur et designer pour un studio créatif basé à Paris qui s'appelle Onyo, un jeune studio qui a bientôt 2 ans. Et quand on a commencé à réfléchir finalement à ce qu'on voulait faire avec ce studio de design, c'était pendant la pandémie. Et en fait, on avait fait 3 constats qui nous rongeaient un peu au quotidien avec mon associé. C'était d'une part qu'on vivait dans un monde ultra connecté avec plein de possibilités extraordinaires, mais que paradoxalement, on n'avait jamais été aussi déconnecté de nous-mêmes et avec des difficultés d'ailleurs à déconnecter des écrans, même pendant la pandémie, et que ça finalement délitait le lien social. Donc la deuxième chose, c'était de se dire qu'on s'était déconnecté des autres aussi et qu'on avait de plus en plus de mal à recréer du lien social et à retrouver des relations en tout cas profondes, et notamment, tu le disais, parce que physiquement, on ne pouvait pas se retrouver aussi. Ça, c'est un point qui était important. Et la troisième chose, c'était qu'on vivait dans une société complètement décorrélée du vivant et de la nature, avec d'un côté les humains et de l'autre la nature. Et dans cette période de crise et d'urgence écologique, il allait falloir quand même rassembler les deux. Malheureusement, quand on essayait justement de se positionner là-dessus, on avait toujours une forme d'anxiété qui naissait. C'est vrai que quand on parle d'urgence écologique, c'est pas forcément des mots qui empowers. Ça nous fait plutôt peur. Il y a des niveaux d'anxiété aujourd'hui qui sont très, très élevés sur le sujet. Et nous, on s'est demandé comment on pouvait créer de nouveaux récits, justement, qui allaient nous aider à reconnecter avec le vivant et nous donner envie d'aller vers cette transition, alors même qu'elle est souvent associée à des mots comme décroissance, réduction de notre consommation, retour à l'âge de pierre pour les plus extrêmes en tout cas. Et ce qui fait que ça nous a donné des contraintes créatives extrêmement fortes pour imaginer les histoires qu'on allait proposer dans le fond et dans la forme. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait avec Onyo, c'est qu'on conçoit ce qu'on appelle des fables écologiques et sensorielles. Ce sont des installations immersives qui sont principalement sonores et lumineuses et qui vont vous emmener dans des rituels collectifs pour régénérer le vivant, et en ce faisant, vous allez vous régénérer vous-même. Donc c'est des expériences qui sont à la croisée entre l'art, l'écologie et le bien-être, et qui doivent nous donner finalement envie et des clés de repères. Tu parlais d'imaginaire, je pense que c'est un bon mot, d'exploration de nouveaux imaginaires pour penser en tout cas le futur. Et ces contraintes créatives, effectivement, elles se retrouvent tant dans les histoires qu'on écrit, dans nos histoires. C'est vrai que dans les histoires traditionnelles telles qu'on les vit, aujourd'hui, il y a souvent, par exemple, un héros providentiel qui va tomber du ciel et nous aider et nous sauver. C'est pas comme ça que ça va se passer, à mon avis. Et donc, il y avait une vraie volonté d'avoir des récits qui soient collectifs, où on agit tous ensemble. Il y avait une volonté de reconnecter l'humain dans la nature et plus de manière séparée. Donc, typiquement, sur une des premières créations, l'humain va échanger, en tout cas, avec d'autres animaux et végétaux pour résoudre cette situation-là et sur un même pied d'égalité. Et donc, de présenter aussi, finalement, la nature non plus comme un décor, une ressource et un cadre extractiviste, mais bien comme un élément présent avec lequel on interagit, finalement, au jour le jour. Et puis, dans la forme, ça s'est traduit aussi par des contraintes créatives extrêmement fortes pour être cohérent et limiter notre empreinte carbone, entre guillemets, donc avec des installations de taille petite,
des matériaux en réemploi. Le fait d'utiliser le son aussi, ça avait deux éléments très forts pour nous parce que ça permettait de mettre les gens en posture d'imagination et plus en posture de consommation de contenu. Et ça, c'est très important, je pense, dans le processus de créativité et de résilience, d'être dans cette posture d'action et surtout de se relaisser du temps pour se réimaginer des mondes. Et puis, d'avoir des vrais enjeux aussi. On n'a pas tout réglé aujourd'hui, mais de se dire, nos installations voyagent, comment aujourd'hui, logistiquement, on fait pour limiter aussi cette empreinte-là. Donc, il y avait plein d'implications comme ça qui sont venues au fur et à mesure. Et qui en font un projet, en tout cas, sur lequel on a beaucoup de travail à faire. Félicitations. Ça me fait penser aussi un peu à, durant la pandémie, surtout au début, quand tout le monde était chez eux, la nature a repris beaucoup sa forme rapidement. Les images des animaux dans les villes et tout ça. Fait que j'imagine, la résilience, c'est pas juste dans nous, mais c'est aussi la nature et peut-être de regarder comment ça... C'est tellement vite à se reprendre quand il n'y a pas de contraintes. Fait que juste un pensée comme ça. Mais ça me fait penser, en fait, ce que tu dis avant la pandémie, il y a comme 12 ans, quand je rencontrais Mouna, notre premier projet, c'était une exposition sur la biodiversité. Puis on avait rencontré plusieurs scientifiques. Puis à l'époque, on était comme, OK, c'est quoi les outils qu'on peut donner aux gens pour protéger, maintenir la biodiversité? Puis les scientifiques, un peu... je ne donnerai pas de qualificatif, mais le conseil super précieux qu'il nous disait, c'était, si tu veux vraiment protéger la biodiversité, il faut que les gens tombent en amour avec la biodiversité. Et on protège ce que l'on aime. Et puis on devient tellement déconnecté de la nature qu'on est comme... On ne sait plus où elle est, on ne sait plus comment en prendre soin. Puis il y a quelque chose là où de renouer cette connexion-là est peut-être le début, au fait, d'une protection qui sera plus pérenne. Puis, Et le paradoxe, c'est qu'on assiste depuis un siècle, enfin depuis, je crois, l'origine de l'humanité, mais ça s'accélère à une urbanisation, une concentration des populations. Je ne sais pas si la pandémie va infléchir ce phénomène, mais je crains qu'au niveau de la planète, on continue à concentrer les populations dans des villes et on sera confronté dans ces mégapoles à cette distance entre l'humain et l'environnement. Est-ce qu'on peut aussi justement essayer de voir des façons de cohabiter? Est-ce que urbanisation veut nécessairement dire dénaturalisation? Est-ce qu'on doit les voir en opposé ou est-ce qu'on peut les... C'est une bonne question. Je trouve qu'à Montréal, c'est un beau laboratoire. J'ai la chance de venir ici depuis une douzaine d'années. Je trouve que la ville se minéralise beaucoup. Minéralise. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de béton, il y a de plus en plus de buildings. Et j'adore cette ville et c'est pas un jugement, mais je crois que beaucoup de Montréalais s'émeuvent de cette évolution et la place du végétal et du vivant, elle est peut-être moins évidente qu'il y a 20 ou 30 ans. Enfin, voilà, c'est peut-être une interaction qu'on peut avoir avec le public qui est dans la salle. Et si je me permets, il y avait, il y a quelques années, ici à Montréal, désolé pour aller un peu dans les politiques, mais il y avait, le maire a créé, ils ont dépensé comme des millions de dollars à créer des roches. Juste est-ce que tu te rappelles de ça? Sur la montagne, ils ont fait des installations qui étaient vraiment... it's great, roche, nature, mais c'était peut-être pas la meilleure façon de... je pense d'entrer en contact. Oui, exactement. Mais Yann, je pense que c'est toi qui parlais de être dans le forêt et la recherche qu'on a obtenue. Qu'est-ce qui se passe à nos corps quand on est dans le forêt? Non, mais c'est vrai que c'est un bon point. Je rejoins totalement ce que dit Stéphane. C'est vrai, moi, c'est la 3e fois que je viens à Montréal et à chaque fois, je me dis, comparé à Paris, il y a quand même beaucoup de verdure ici et ça fait du bien. Ça nous aide à respirer. En fait, le lien avec le vivant, il se fait effectivement assez naturellement et il a des impacts physiologiques sur nos corps, du coup. Quand on se balade en forêt, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une chute de la tension artérielle. Et donc, on va retrouver une forme de calme plat, mais surtout, ça va aussi nous aider à chasser le stress et l'anxiété.
Ça, c'est des études qui sont prouvées. À tel point même que si je vous montre tout simplement une photo de forêt, d'ailleurs, même notre cerveau va l'analyser et on va déjà finalement avoir un début de chute de tension artérielle juste sur une photo. Donc le fait de rien que de regarder, même de manière fictionnelle, la nature va directement impacter nos corps et nos esprits. Nous, du coup, dans une de nos créations qui s'appelle l'Arbre Soleil, déjà, effectivement, on parle directement de la forêt, mais surtout, on a essayé du coup de provoquer cet effet physiologique directement dans l'œuvre en créant une narration nouvelle où il fallait raviver un arbre soleil. Donc pour ça, finalement, souffler sur ces flammes. Et donc en soufflant, les participants vont à la fois régénérer cet arbre, mais surtout, en fait, ils vont se régénérer eux-mêmes parce qu'ils vont faire une forme d'exercice de respiration. Et on voit que les corps vont s'affaisser. Et donc, c'était pour nous une manière de traduire ce qu'on peut vivre en forêt. Non pas de le remplacer, mais en tout cas d'en faire l'expérience. Et je pense que c'est ultra important aujourd'hui d'avoir ce lien avec du vert et du vivant, y compris dans les villes. Parce qu'on parle de créativité, c'est très important d'avoir des moments d'errance aussi, des moments où on n'est pas hyper stressé pour être créatif et imaginer la résilience de demain. Et c'est vrai que moi qui vis à Paris dans une ville très minérale, très dense, donc Paris c'est l'une des villes les plus denses au monde avec l'une des villes où il y a le moins de végétal au monde. Donc on est à peu près sur 8,8% de végétal à voir sur l'espace global public. Donc c'est assez effrayant et quand on arrive à Montréal, on se dit mais waouh, il y a beaucoup d'arbres et ça fait du bien. Mais en fait, j'ai des questions, mais je veux savoir, premièrement, il nous reste 20 minutes. Y a-t-il des questions dans la salle? On peut ouvrir ça à vos curiosités pour le moment. Anything? Rien? OK, on va continuer. Justement, tu parlais tantôt de comment faire communiquer le monde dans des espaces vraiment loin. Je me rappelle à Montréal, il y a quelques années, au quartier des spectacles, il y avait genre des booths avec un caméra et on peut aller parler à quelqu'un dans une autre ville. Est-ce que ça, c'est le type de chose qui est de plus en plus en valeur concernant, avec tous les problèmes de connexion qu'on a, est-ce que c'est dans cette direction que tu trouves que les choses vont aller? Il faut que j'attende un petit peu, apparemment. En fait, je pense qu'on y est déjà sur cette partie-là. Parce que, évidemment, là, tout le monde est sensibilisé à Zoom, Google Meet, etc. Donc, le fait de parler à quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran, c'est devenu très connu. Et le fait de créer des zones de connexion dans l'espace public avec des lieux distants, en fait, ça existe depuis... presque l'origine des arts médiatiques. Je pense que les premiers essais de ce genre-là, c'est dans les années 70 ou quelque chose dans ce goût-là. À la SAT, il y a eu des choses un peu équivalentes entre Montréal et Québec. Il y avait une installation qui s'appelait Banc Public et qui faisait exactement ça. Après, la limitation dans ce genre d'approche, c'est que c'est relativement impersonnel. En fait, ce que tu échanges, c'est genre « Ah, t'es là, qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Qui t'es ?» Puis hop, tu t'en vas, tu passes à autre chose. Et une grosse partie de la difficulté quand tu veux connecter des communautés, c'est que tu veux pas juste qu'elles se voient et puis qu'elles s'oublient après, c'est que tu veux créer des ponts entre ces communautés, tu veux qu'elles échangent, qu'elles apprennent à se connaître. Et tout à l'heure, tu parlais de démocratie et ça rentre là-dedans. En fait, effectivement, le fait de savoir qui est l'autre, quelles sont ses interrogations, ses ambitions, etc., ça rentre là-dedans. Et dans tout ça, il y a aussi... je pense, une question d'accessibilité aux technologies. Parce que, et ça rejoint un peu aussi les questions de reproduction, d'installation dans d'autres lieux. C'est les technologies, la plupart du temps, ce qu'on nous propose actuellement, en gros, c'est acheter du nouveau matériel pour pouvoir avoir accès à de la réalité augmentée, à de la réalité virtuelle, à je sais pas quoi, des images 3D, blablabla. Le problème, c'est que ça implique que les individus achètent plus de choses. Bon, alors déjà, en soi, il y a le problème écologique qui est déjà inhérent à tout ça, mais il y a le problème en fait, financier que toutes les communautés, toutes les classes sociales ne peuvent pas se permettre ça. Et mécaniquement, là où on s'en va, en tout cas, moi, ce que j'anticipe, c'est tout simplement une division entre les gens qui peuvent aller dans ces espaces virtuels et se connecter à d'autres communautés et ceux qui ne peuvent pas. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de tourner avec les quelques moyens qu'on a nos technologies dans le sens de
amener l'immersion dans des lieux et pas pas uniquement vers des individus. C'est qu'on cherche on privilégie le fait d'équiper les lieux en immersion, en interaction, en communication, et privilégier le fait que les gens ont juste à arriver dans ces lieux pour profiter de ça. Donc évidemment, dans des espaces immersifs comme la Sato, faut payer un droit d'entrée pour arriver dans le lieu, mais on voit au-delà de ça, en fait. On voit par exemple justement avoir la place des arts avec des espaces de communication et de connexion à d'autres lieux. Et bon, c'est ça, on essaie avec les quelques moyens qu'on a de pousser dans cette direction. Il y a des outils qui permettent de favoriser l'adoption des technologies de ce genre-là. Nous, on est très porté vers tout ce qui est logiciel libre, open data, et également matériel libre. Il y a un gros mouvement du matériel libre justement pour favoriser la reproduction des installations et donc documenter au maximum ce que tu peux faire et tout ça. Donc on pousse dans cette direction. On estime que c'est quelque chose d'important pour des questions, c'est ça, effectivement démocratiques, parce que s'il y a une portion de la population qui a accès à certaines technologies et l'autre qui n'a pas accès, puis technologie, donc information, donc, etc., ça crée une division et ça fait des populations qui ne peuvent pas se comprendre. Et, voilà. Ça me fait penser, on a vraiment poussé comme le système, la capacité de connecter en ligne, je pense, en 2020. Puis il y avait Naomi Klein qui disait « We're in a big tech experiment. And the truth is, nobody likes it. » Mais aussi, c'était mai 2020, là, on n'en pouvait plus des Zooms. Puis en fait, il y a une fatigue aussi qui est associée au lag là, dans ce genre de rencontres-là. Mais je pense que l'on est en train de voir aussi, c'est une utilisation plus stratégique. Justement, il y a des questions d'accès et il y a aussi, nous, ce qu'on a trouvé, c'est une plus grande volonté, maintenant qu'on fait voyager des œuvres, de collaborer avec l'autre, puis de voir comment on a installé nos balançoires musicales qui pèsent, qui sont très lourdes et très compliquées à installer. Et pendant la pandémie, à l'aide de la technologie, de Zoom, on réussissait à traîner des gens qui les installaient eux-mêmes. Puis il y avait comme là une certaine... ça devenait un petit peu plus écologique parce qu'il y avait une empreinte carbone un peu moins grande du fait qu'on sauvait sur l'équipage sur l'équipe qui n'était pas obligée d'aller sur place. Mais il y a comme, j'ai l'impression, où on a comme poussé à fond la machine, puis là, on voit un peu, OK, ça, c'est bon, on choisit les outils qui sont nécessaires maintenant. Une chose, juste personnellement, que j'ai vécue durant la pandémie, moi, je suis batteur, je suis musicien et quelque chose que j'ai commencé à faire durant la pandémie avec, mettons, Instagram et TikTok, je faisais des vidéos de air drum. Et, tu sais, je choisissais des tunes que j'aimais beaucoup parce que je ne pouvais pas jammer avec mon band et je pouvais pas... Même, j'essayais il y a des logiciels pour faire des jams virtuels, sauf que le lag que tu viens de... C'est impossible de vraiment l'avoir. J'ai fait des recherches. Ça, en passant... durant la pandémie, je pensais à des compagnies qui peuvent... tu sais, I would be rich si j'aurais pu créer un app ou une plateforme qu'on peut jammer virtuellement. Mais moi, j'ai fait ces AirDrum videos et ça m'a permis d'avoir une connexion avec le monde et c'était pas pour faire du cash et c'était juste... parce que je voulais m'exprimer, je voulais être créatif et la technologie m'avait donné cette capacité-là. Fait que je me demande si vous avez eu des expériences comme ça durant la pandémie, comme vous avez trouvé de l'inspiration quelque part dans la technologie. Toujours pareil. De l'inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ce qui est de jammer en ligne, juste avec les outils qu'on développe, on a des outils qui permettent d'avoir justement des pratiques de ce genre-là. Et je ne suis pas musicien, moi je suis plutôt sur le côté technique, mais j'ai déjà participé à des choses de ce goût-là. Et en fait, effectivement, il y a le délai, on ne peut pas supprimer le délai, quoi qu'il arrive, il sera toujours là, et d'autant plus que les gens sont distants, mais il y a là, on rentre effectivement dans des nouvelles approches sur comment faire de la musique, et notamment on a fait... plusieurs fois, en fait, on a reproduit la même expérience de faire un show en réalité virtuelle de jam orchestré quelque part avec des gens qui étaient à Montréal, Singapour,
Vancouver, et puis quelqu'un aux États-Unis, mais je ne me souviens plus exactement à quel endroit. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Évidemment, tu ne peux pas jouer de la même manière que dans la vraie vie, mais tu peux quand même faire des choses, et ça permet quand même aux gens d'être ensemble pendant un instant. T'es prêt pour le prochain lockdown? Oui, mais pas juste ça. On t'invitera la prochaine fois. Mais justement, et super, je t'appelle après ça pour savoir plus, mais aussi l'idée que, oui, on ne peut pas effacer le lag, mais peut-être on peut jouer avec le lag. Peut-être on peut être créatif, un peu comme une guitare juste 4 cordes au lieu de 6 cordes. Il faut être créatif pour faire marcher ça. Oui. Ça rentre dans la résilience en fin de compte. Exactement. Et il y a le même genre de choses vis-à-vis du visuel. Le fait d'avoir du lag visuel, ça a des applications, mais tu peux presque utiliser ça, notamment, mine de rien, le fait de pouvoir connecter des gens qui sont distants et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Par exemple, de plus en plus dans l'organisation des conférences, on parle d'avoir des services de garde d'enfants pour que les mères puissent venir également, ou les pères célibataires, ça existe également, mais puissent venir participer à des conférences. Mais ça peut être également le cas pour des gens qui ont certaines formes de handicap qui les empêchent de venir participer. Si tu peux leur permettre de participer à distance avec une qualité aussi grande que si c'était là physiquement, ça marche. Et il y a également des gens qui tout simplement ne veulent pas venir pour d'autres questions, ils souffrent de leur représentation ou je sais pas quoi. Et donc là, tu peux jouer avec la représentation des gens et pas diffuser le plus réalistement possible ce qu'ils sont, mais ce qu'ils ont envie d'être. Et donc en fait, il y a aussi des opportunités derrière tout ça, derrière ces nouvelles limitations qui sont apparues. Il y a des choses à utiliser positivement quelque part. Ça prend quand même la bonne volonté. C'est ça le issue, c'est que souvent les profits, si on fait la motivation pour que c'est profitable, great. Mais sinon, on peut tout avoir des bonnes intentions, mais des fois, c'est dur à faire pousser ces idées si c'est moins profitable. Mais je voulais savoir, Stéphane, tu avais quelque chose à dire tantôt. Par rapport à ce qu'on a vécu pendant la période de pandémie, on a interviewé beaucoup de designers, beaucoup de professionnels sur le processus créatif et sur la capacité, parce que ce qu'on a observé nous dans notre enseignement, c'est que on est passé du jour au lendemain en 48 heures à un enseignement qui était présentiel, full présentiel, à un enseignement full distanciel. Et là, on s'est heurté, c'est sur les phases de créativité collective. Et à ce jour, même si la technologie progresse et en avant, des interfaces, des apps, des dispositifs qui fluidifient les relations interpersonnelles, ça ne suffit pas encore pour permettre, et c'est le retour qu'on a eu des professionnels, c'est-à-dire ça a été extrêmement compliqué d'être créatif à distance. Parce qu'encore une fois, la créativité n'est pas un processus qui se fait seul dans son coin. Ça peut se faire seul dans son coin, mais la créativité dont on veut parler aujourd'hui, c'est une créativité. Je voudrais vous inviter du reste à venir à Nantes au mois de mai prochain, puisqu'on organise un festival dédié à la créativité qui s'appelle Sting, dans le sens où la créativité, telle qu'on a envie d'en parler à Nantes, c'est une créativité qui ne concerne pas que les artistes ou les designers. Et le processus créatif, c'est un processus qui est à la portée de tout le monde. Dans une école comme dans une école de design comme la nôtre, les jeunes, les familles ont le sentiment que parce qu'il n'y a pas eu de parents architectes ou peintres, on n'aura pas de don. Et que pour être créatif, il faut avoir été touché par la grâce ou je ne sais quoi. Et en fait, non, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est un processus qui est identifié et qui peut se déployer dans tout un tas de métiers. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des travailleurs sociaux qui sont définitivement créatifs. Voilà, donc sur la créativité à distance, moi j'ai le sentiment que et on est revenu donc à un enseignement complètement en présentiel. Voilà, quand je viens à Montréal ou quand je ne viens pas à Montréal et que je travaille à distance, il ne se passe pas du tout la même chose. Tu vois, c'est dans les interactions. On s'est parlé par Zoom l'autre fois, mais là, c'est beaucoup
la connexion réelle. Voilà, donc les outils technologiques ne sont pas encore suffisamment élaborés, quoi qu'en dise Zuckerberg, pour nous permettre de retrouver tous les critères nécessaires à la créativité. Mais par contre, j'ai vraiment envie de faire passer ce message que la créativité, c'est un processus qui est accessible à tous, qui s'observe dans beaucoup de métiers et qui, par conséquent, si on prend conscience qu'on est créatif, permet à la société de s'organiser pour pouvoir reconstruire ou développer des solutions singulières face à des problématiques vraiment complexes et urgentes. Et je pense à mon grand-père, que lui, quand il était jeune, il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de frères et sœurs, et son jouet préféré était, il a pris des cannes, des cannes de bin, il a construit un train, et c'était son jouet préféré. Et on a pas toujours besoin de toutes sortes d'outils. On peut être créatif. Tu sais, notre outil, c'est notre cerveau, je pense. Il nous reste 5 minutes. Je voulais savoir s'il y a des questions dans la salle avant qu'on wrap ça up. Vous êtes très silencieux. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il faut comme un shout-out dans le panel parce qu'on parle de résilience, puis de parler de résilience sans l'espèce de éveil collectif qu'on est en train de vivre. Le fait, puis je pense que c'est en partie dû à la technologie puis au temps aussi peut-être qu'on avait plus de temps pour voir qu'est-ce qui se passait dans le monde, puis que George Floyd a eu un support comme inégalé dans notre historique, puis de voir comment maintenant, tu sais, qu'on parle d'accessibilité et puis de représentation, j'ai pas l'impression que c'était autant au cœur des sujets avant. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir de voir comment on peut, de voir tu sais, tu parlais des bonnes intentions, puis s'il n'y a pas de profit, mais je pense qu'il y a vraiment un éveil, puis une responsabilisation qui est en train de se passer, où la résilience, elle passe aussi comme on n'est pas libre tant que tout le monde n'est pas libre autour de nous, là, mais de voir comment on peut être plus attentif à ces issues-là, à ces défis. Je suis d'accord et je pense que peut-être la pandémie nous a fait face à nos shortcomings dans ce sens-là. Et tu sais, comme quelqu'un a dit, on est plus entraîné à choisir, à savoir c'est quoi les problèmes maintenant. We're a little bit, on est plus précis dans notre capacité de comprendre les enjeux. Oui, c'était assez incroyable de voir à quel point on avait une conscience historique tellement limitée. Oui. À quel point on était, on voyait pas des inégalités autour de nous. Dans notre ville, à oui, Montréal-Nord. Oui, mais et là, c'est peut-être... Tu sais, on parle de créativité et résilience et humanité, communauté, mais aussi égalité. Et je pense que ça c'est un thème... équité. Ouais, excuse-moi, équité. Avez-vous d'autres choses, des mots finaux ou des pensées à nous amener avant qu'on wrap ça up? Une question. Oh, all right, une question, merci. Merci à vous, c'est vraiment intéressant de vous écouter. Par contre, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que la technologie et le numérique sont quand même une partie de la solution pour garantir la résilience. Et est-ce qu'on arrive à imaginer le scénario opposé, où c'est moins de technologie et moins de numérique dont la société peut-être a besoin? Je peux apporter un premier éclairage là-dessus. Il y a une agence en France, l'agence de la transition écologique, qui s'appelle l'ADEME, qui a publié 4 scénarios pour limiter le réchauffement climatique, en tout cas d'ici à 2050, à 1,5 degré. Sur les 4 scénarios, il y en avait 3 qui n'utilisaient pas la technologie comme réponse, où c'était plutôt une épreuve de sobriété collective et de non-usage de la technologie, mais plutôt de repenser la société sur d'autres usages pour en tout cas parvenir à une forme de résilience. Donc, 3 scénarios sur 4. Je pense que la réponse, elle est évidemment oui. Moi, je fais partie de ceux, en tout cas, qui n'incarnent pas forcément le solutionnisme technologique. Je ne pense pas que c'est la technologie qui va nous sauver, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a souvent des effets de rebond. Quand il y a les technologies qui, par exemple, nous permettent de
consommer plus de données, on se dit bah, super, ça va être plus rapide et on va moins consommer de films ou autres. En fait, on se rend compte que par extension, on va consommer beaucoup plus et on va en profiter d'autant plus et ça va encore plus polluer. Par contre, je pense qu'il y a quand même, faut pas non plus enlever ce prisme technologique de la notion de résilience, parce que ça permet aussi de faire des innovations, que ce soit d'un point de vue énergétique, ou même, on parlait en amont, en tout cas, de la conférence de biomimétisme, par exemple, de s'inspirer du vivant pour créer des mécanismes technologiques qui peuvent nous aider, que ce soit dans la médecine ou l'énergie ou autre. Donc tout n'est pas du tout à jeter, bien au contraire. Mais je pense que c'est avant tout se repenser, nous, en termes de société et d'interaction, plus que d'imaginer des solutions qui vont nous aider, en tout cas, à surmonter cette urgence. Ouais. C'est un avis qui est très personnel, par ailleurs. Je ne crois pas qu'effectivement la réponse soit toute technologique, d'autant que le numérique, on le sait, pose aussi des problèmes d'impact très importants qu'on peine tout juste à aborder, à envisager, à considérer et à vouloir bien considérer et trouver des réponses, parce qu'on produit beaucoup de CO2 avec le digital. Mais il y a plein d'autres pans dans ce qu'on aurait pu aborder ici. Moi, j'aurais pu vous parler d'alimentation, par exemple. On fait face à des problématiques alimentaires, je crois, un peu partout dans le monde, ou d'accès à l'eau, qui sont des sujets qui sont de plus en plus sensibles. Il va bien y avoir un moment donné où les USA vont envahir le Canada pour utiliser vos réserves d'eau douce. Ça vient. En Europe, en tout cas, l'eau est devenue une problématique de ressources. On ne pensait pas qu'on allait peut-être manquer à un moment donné d'eau. Donc là, la question elle est peut-être technologique, mais je ne crois pas. Enfin, on a des problématiques de production agricole, de santé alimentaire, d'accès à la production agricole, de distribution, de recyclage des déchets alimentaires. Enfin, on peut aussi envisager, on avait un temps de parole assez limité, mais tout n'est pas technologie, bien heureusement. Non, mais en même temps, il y a une responsabilité que si on n'adresse pas, qu'est-ce qu'on fait avec la tech? D'autres personnes avec des intentions vraiment pas aussi pures que les Tu as nôtres complètement raison, c'est-à-dire effectivement, les robots arrivent, l'intelligence artificielle arrive, et il va s'agir de trouver aussi les questions pour éviter que... Enfin, il y a beaucoup de romans d'anticipation qui nous décrivent une déclinaison un peu inquiétante de ce que pourrait être une vie avec des robots et des intelligences artificielles. Donc, il va s'agir de trouver les moyens de concevoir des robots ou des intelligences artificielles qui seront respectueuses de l'humanité et de l'environnement. Ben, justement, je pense qu'il va falloir qu'on finisse avec ça, même si c'est un sujet the robots are coming, we're all going to die, but it's fine. Il n'y a pas de problème. Non, mais sérieux, merci beaucoup. Je trouve que on a trouvé déjà des pistes où on peut traverser des ponts pour mieux... C'est dommage, excuse-moi, je te coupe, mais il y avait une autre question, je crois, ou une intervention. Sauf qu'ils nous disent il faut qu'on... Mais on peut parler justement juste après off-stage. Mais... OK, sorry. Non, pas de problème. Créativité, résilience, communauté, I think that's pretty much it. Merci beaucoup tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Alors, merci. Merci à Eric et nos invités aujourd'hui. C'était une super belle présentation. On vous remercie et on vous voit bientôt. Merci. Merci. Il y a une autre conférence qui commence sous peu, donc ne quittez pas si vous voulez vous joindre à nous. Merci. Merci à toi.